Bonjour à toutes et à tous et bienvenue de nouveau sur le live Twitch de Touchdown Actu spécial Free Agency. Le marché des transferts a commencé, il est ouvert. Vous avez vécu avec nous peut-être hier l'ouverture de ce marché avec beaucoup de choses et on est de retour aujourd'hui pour cette quotidienne. Puisqu'on l'a fait hier, on le fait aujourd'hui, on le fera peut-être demain. Et pour cela, je suis avec Raphaël Masmejean. Vous l'avez vu, j'ai même pas à le présenter puisque on est sur Twitch, donc vous le voyez, d'habitude on est en podcast. Salut Raph. Salut Lucas et bonjour à toutes et à tous. Comment ça va? Comment tu vis ce début de marché des transferts de Free Agency? Écoute, il y a eu quand même un peu d'animation hier. C'est vrai qu'il n'y a pas de giga nom sur la Free Agency. On attend peut-être encore un ou deux transferts, mais c'était assez actif hier pour pas trop s'ennuyer. Ouais, on est un peu l'équipe B, hein, on va pas se mentir, parce que hier c'était Greg et Nitti, ils ont eu pas mal de choses à dire. C'est vrai que on va essayer de balayer ce qui s'est passé entre le moment où Nitti et Greg ont rendu l'antenne hier et aujourd'hui. On va essayer de faire ça. Il y aura peut-être des doublons, on aura peut-être manqué des joueurs. On va faire les gros transferts. En tout cas, on a quelques thèmes qu'on aimerait aborder, mais on va commencer peut-être par l'actu la plus chaude parce que c'est tombé aux alentours de, je regarde, de 16 heures. C'est sur le site, hein, et tout ce qu'on dit, et vous le voyez, parce qu'il y a derrière nous, aux manettes, Alain Mattei, vous le voyez qui met le site en avant. Vous le voyez, il y a un article en direct, donc vous pouvez voir tout ce qui tombe en direct ou presque. Vous pouvez voir aussi un récap équipe par équipe qui est très intéressant, hein, si vous êtes intéressé par une équipe ou deux. Et puis vous avez voilà, plein de choses avec pas mal d'articles. Et vous voyez, le dernier article, il date de 16 heures. Daniel Jones aux Colts. C'est l'un des quarterbacks. Alors, c'est peut-être pas le quarterback le plus flashy, mais c'est un quarterback. Et forcément, on en parle. On s'était arrêté sur Justin Fields hier. Pardon. On repart sur Daniel Jones qui arrive donc aux Colts sur un an, 14 millions de dollars. J'ai mon iPad qui est juste à côté parce qu'il y a tellement de millions de dollars qui ont été annoncés sur tous les joueurs et tout. J'essaye de ne pas faire de bêtises. Donc, si vous me voyez regarder en bas, c'est que je regarde mon iPad. Donc, 14 millions de dollars pour un an pour Daniel Jones qui arrive aux Colts. Raph, qui va venir concurrencer Anthony Richardson. Qu'est-ce que tu en penses de prime abord comme ça? Écoute, c'est vrai que c'est quand même l'info, j'ai envie de dire, sur le côté et l'angle. On souhaite encore mettre en concurrence Anthony Richardson, à mon sens. C'est vrai qu'on a vu que le jeune quarterback qui maintenant va entrer dans sa troisième année a été encore une fois en difficulté l'an dernier, un des quarterbacks les moins précis de la ligue. Et c'est vrai que les Colts semblaient par moments meilleurs en attaque quand c'était Joe Flacco, son remplaçant, sur le terrain. Donc le fait qu'on prenne un profil un peu intermédiaire du côté des Colts avec Daniel Jones, c'est vrai que ça donne le sentiment que Richardson va être testé quand même. Ça serait pas bon signe pour lui qu'il perde la bataille face à Daniel Jones. Donc c'est à nouveau une saison où Anthony Richardson va devoir prouver. Et pour Daniel Jones, je trouve que c'est une pas si mauvaise situation. Alors, il y a des défauts hein, dans cette équipe des Colts. Il y a une ligne offensive qui peut-être baisse un peu en niveau et une escouade de receveurs qui n'est pas la meilleure, mais qui n'est pas forcément pire qu'à New York, enfin, ce qu'il a pu connaître ces dernières saisons. Mais c'est vrai que là où c'est une bonne situation pour lui, c'est un bon pari, c'est qu'il y a une place potentiellement à prendre. Du côté des Colts, on sent qu'il y a peut-être quelque chose à faire et après tout, lui aussi est sur un contrat, essayer de prouver qu'il peut peut-être rebondir à l'image d'un Sam Darnold l'an dernier. L'avantage, c'est qu'en effet, alors ils ont les mêmes qualités, les mêmes défauts peut-être. Donc c'est vrai que ce qui est bien, et souvent c'est le cas quand on a deux quarterbacks, et comme tu le dis, je pense qu'ils vont être en concurrence, et que c'est vrai qu'on aurait du mal à dire aujourd'hui qui est le titulaire annoncé entre ces deux joueurs. Je pense qu'il y a de la concurrence, mais que ces deux styles, enfin ces deux quarterbacks ont plus ou moins le même style, comme tu as dit, sont Hmm. quand même globalement imprécis à la passe, et il faut qu'ils progressent. Et pour le coup, le jeu au sol est plutôt bon. Alors, Anthony Richardson est peut-être un petit peu plus dynamique, ou en tout cas un petit peu plus à des qualités athlétiques un peu meilleures. Mais Daniel Jones l'a prouvé quand même aux Giants, notamment au sol, il est plutôt efficace. Donc au moins, on peut construire on va dire un système offensif en se basant sur le fait que le quarterback peut courir et pour le coup est un peu imprécis dans les airs. Donc à minima, on va pas choisir un quarterback puis devoir tout changer le système Hmm. d'une semaine sur l'autre. Donc
en ce sens-là, je suis assez d'accord avec toi. Puisqu'on parle des Colts, on va glisser un mot quand même, notamment sur leurs deux signatures un peu importantes, parce qu'on le sait, en défense, il y avait des problèmes dans le backfield défensif notamment. Ils sont allés récupérer Charvarius Ward, pardon, le cornerback des 49ers, dont on parlera tout à l'heure des 49ers, et Cam Bynum aussi, l'un des defensive backs des Vikings. Là, c'est plutôt pas mal de se dire que les Colts, voilà, ils avaient un problème identifié et ils ont essayé de le régler. Oui, 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 c'est vrai qu'ils avaient un backfield défensif un peu faiblard, on va dire, l'an dernier. Là, ils font venir deux joueurs de qualité. Charvarius Ward a été un peu en difficulté en 2024, mais les saisons d'avant, c'était quand même d'un bien meilleur niveau. C'est vrai qu'il a plus de bonnes saisons que de mauvaises saisons, donc on va lui laisser le bénéfice du doute là-dessus. Et après, Bynum a fait des bonnes choses dans le système de Brian Flores. Alors, ça va pas être exactement le même système parce que les Colts, c'est pas des blitzers comme du côté des Vikings, et donc on va pas l'utiliser forcément de la même manière. Donc, il va falloir voir comment il s'adapte. C'est des renforts intéressants. C'est une défense qui se solidifie. Après, je rentre peut-être trop dans le détail, mais je sais pas si c'était les playmakers défensifs qu'attendent et dont avait besoin l'école. Je trouve on reste un peu au même niveau du côté d'Indianapolis. C'est des bons joueurs, mais est-ce que c'est les mecs qui te font passer un cap en défense et qui font des grosses actions? Je sais pas. Tu vois, j'ai un petit doute. Ouais, c'est vrai que de toute façon, les Colts sont quand même loin, hein, ils sont loin, même si c'est vrai que la division dans laquelle ils sont est peut-être abordable, on va dire. C'est Hmm. vrai qu'ils sont loin du haut niveau, donc il faut petit à petit essayer de récupérer des joueurs. Et là, par exemple, Ward, c'est 3 ans pour 60 millions de dollars. Vous voyez l'article qui s'affiche. Ils sont allés chercher Bynum. On rappelle aussi que le coach, le coordinateur défensif a changé aux Colts, et c'est Lou Anarumo qui va désormais Hmm. être en charge de la défense des Colts. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas en Oui, tout cas? oui. Notamment sur le chat, hein, et n'hésitez pas, puisque on est en direct sur Twitch, donc n'hésitez pas à poser vos questions ou à donner vos remarques. Et on a The Rads qui dit le problème, c'est que les Colts n'ont plus de ligne. C'est vrai qu'en tout cas là, ils ont essayé de gérer le backfield défensif, mais il y aura aussi des soucis sur la ligne. Après, on le rappelle, il y a la draft forcément, mais en tout cas, c'est vrai que, comme tu le dis, c'est peut-être pas des signatures flashy, mais c'est deux joueurs qui sont bons et qui peuvent s'intégrer dans un bon système. Donc, à voir ce que ça peut donner du côté des Colts. C'est cette défense qui va être en tout cas retravaillée à partir de cette saison. On voulait parler d'une équipe aussi parce que juste après que Greg et Nitti aient raccroché, hein, hier, il y a eu un trade qui est arrivé. C'est Laramie Tunsil qui est parti, qui a fait le chemin entre Houston et Washington, le O-line qui a été tradé en 2019, je crois déjà. Vous voyez l'article qui Hmm. s'affiche ici, qui était passé de Miami à Houston. Désormais, il fait Houston-Washington. Déjà, parce qu'on va s'attarder sur Houston peut-être un petit peu plus, on va parler de Washington déjà, Raphaël. Comment tu vois ça? Si on peut donner déjà les compensations. On a Houston qui a récupéré un deuxième, un troisième et un quatrième tour dans ce trade et qui a envoyé la Remittance et un quatrième tour. Donc globalement, c'est un swap de quatrième tour et Houston pardon, récupère un deuxième et un troisième tour. Qu'est-ce que du côté de Washington, on avait identifié aussi la ligne et protégé Jaden Daniels. C'est une bonne acquisition? Oui, oui, rapidement pour Washington et les Commanders, c'est c'est une très bonne acquisition, même j'ai envie de dire. C'est la confirmation de la confiance placée en Jaden Daniels après la superbe saison de l'an dernier, la finale de conférence. On s'est dit du côté de Washington, ok, on a vraiment confiance en notre jeune quarterback. On a de l'argent disponible grâce notamment au contrat rookie de Daniels. Allons-y, faisons tout pour le mettre dans les meilleures conditions. On en avait parlé, il y avait eu la venue de Dibo Samuel. Là, tu trouves son protecteur d'angle mort, d'angle aveugle à ton quarterback. Quand tu sors d'une intersaison où tu renforces le poste de left tackle, le côté aveugle de ton quarterback, pour moi déjà, c'est une belle intersaison. Tu vois, presque peu importe ce que tu as fait à côté, avoir renforcé ça, c'est un très joli coup de la part de Washington. Oui, parce que la, la, la Remittance Hill, pendant que je rigole, pendant que des personnes dans mon oreille me font des vannes, hein, Alain Mattei, je l'ai dit, qui n'hésite pas à en mettre une, hein, et je ne dirais pas qu'il a annoncé que pour la première fois, la Remittance Hill serait dans un état où la marijuana est légale. Je ne raconterai pas cette vanne à l'antenne. Mais simplement, la Remittance Hill, au-delà de cette vanne,
on le sait, cette saison, il a été en difficulté sur le run block, notamment. Il a été en difficulté sur le jeu à la course. Par contre, très bon toujours dans le jeu à la passe. Et comme tu le disais, il arrive en left tackle, donc pour protéger Jaden Daniel. Simplement, moi, et je pense que c'est une bonne solution tout de même d'aller sur un win now, parce qu'on dit Jaden Daniel est sur un contrat rookie, il faut essayer. Ils ont été bons l'année dernière. La seule chose que je me dis peut-être, c'est qu'on est en train de lâcher quand même beaucoup de choix de draft pour les Commanders, parce que là, je l'ai dit, c'est un deuxième et un troisième. Tu parlais de Debo Samuel, on est allé lâcher un cinquième tour pour Debo Samuel. Alors ça peut très bien marcher, ce sont des joueurs qui sont déjà expérimentés, qui sont dans leur prime, on peut le dire. Mais c'est vrai qu'on lâche beaucoup de choix de draft, et Mm. Jaden Daniel est censé être là quand même sur le très long terme, puisqu'il est qu'à sa deuxième année. Et il faudrait pas que ça revienne les hanter, les Commanders. Après, voilà, j'ai l'impression que toi, tu es quand même plutôt sur le fait de dire, voilà, renforcer cette équipe. On le rappelle, ils font de bons playoffs, les Commanders, mais leur saison régulière est pas non plus incroyable. Ils font une bonne saison régulière, mais c'est pas non plus une équipe qui a tout explosé et qui est devenue d'un coup hyper forte. Ils sont bons en playoffs, mais il faudrait pas que ça masque quand même une équipe qui a quand même besoin de construction. Non, mais je suis d'accord, c'est une équipe là qui flambe un peu et qui fait un pari en fait. C'est vraiment un pari, c'est de se dire, ok, les forces qu'on a, en renforçant un peu encore, on peut peut-être faire encore mieux que l'an dernier. Et au risque de, effectivement, tu l'as dit, de brûler un peu les 2, 3 prochaines saisons en termes de capital draft, notamment. Je sais pas si c'est le bon pari, hein. Je trouve que c'est un choix, c'est une stratégie. Et en fait, c'est vraiment l'avenir qui va dire si c'était la bonne, tu vois. Je comprends qu'on puisse être un peu hésitant sur cette stratégie-là, parce que à quelque part, tu mets presque, j'ai envie de dire, tous tes œufs dans le même panier, quoi. Tu mises tout sur tout de suite. Est-ce que c'est la bonne? Je sais pas, mais écoute, ils ont voulu flamber, et on verra. Oui, parce que voilà, c'est vrai que en tout cas, ces joueurs-là, ils sont déjà expérimentés. Il est dans la ligue depuis un petit moment. Tansi, on l'a dit, il avait déjà été tradé en 2019, donc ça fait déjà un moment. Dibo Samuel, pareil. Donc c'est vrai voilà, on amène des joueurs expérimentés, mais pourquoi pas? De l'autre côté de ce trade-là, il y a les Texans, et là, on voulait en parler aussi. On voulait s'attarder sur les Texans parce que c'est une bonne. On se demande un petit peu qu'est-ce qui se passe du côté d'Houston. Houston, c'est un peu les Commanders de l'an dernier. On se rappelle, ils font les playoffs. Ils ont un quarterback rookie qui arrive et qui est très bon. Et puis sur la année 2, ça a été beaucoup plus compliqué. On avait identifié notamment beaucoup de problèmes sur les lignes offensives. Et là, on trade la Tunsil. Est-ce que c'est compréhensible, notamment pour un CJ Stroud qu'on voit apparaître ici à l'écran, qui va être un petit peu orphelin de la Tunsil? C'est vrai que c'est un des mouvements peut-être les plus intrigants, ou en tout cas, on ne s'y attendait pas. Forcément, au début de cette intersaison, c'était pas Laramie Tunsil, c'était pas un joueur qu'on voyait bouger forcément. Le principal problème des Texans l'an dernier, tu l'as dit, ça a été cette ligne offensive, la pression subie par CJ Stroud. Et là, tu as l'impression que bah, Houston fait tout le contraire. Enfin, en tout cas, continue de renforcer ce point faible, j'ai envie de dire. C'est un peu un oxymore, mais voilà. Dans le même temps, alors c'est pas un gros échange, c'est pas un joueur du poids de la Remington Seal, mais ils ont aussi envoyé Kenyon Green, le garde du côté des Eagles, qui est un ancien choix du deuxième tour comment dire, pour les Texans, qui n'a pas forcément performé au niveau qu'attendait Houston, qui pourra peut-être se régaler du côté des Eagles dans cette ligne offensive, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que tu perds de nouveau deux linemen offensifs, dont la Remington Seal. Ça pose énormément de questions. Alors moi, le seul truc peut-être, si on veut être plus nuancé et si on veut avoir un peu d'espoir, j'ai envie de dire, du côté des Texans, juste rappeler que quand même l'an dernier, les Texans au deuxième tour, ils ont drafté Blake Fisher, potentiellement pour devenir left tackle, à la place de Laramie Tunsil. Pour le moment, ça serait lui du coup le remplaçant. Alors, est-ce que du côté des Texans, on avait finalement un peu anticipé ça l'an dernier? Si on veut être optimiste, j'ai envie de dire que oui. Et du coup, c'est peut-être un peu rassurant, mais à l'instant T, forcément, c'est inquiétant. Sachant qu'un left tackle, hein, un tackle gauche comme la Tunsil, ça coûte cher quand on est C'est dans, ça. dans un moment où on arrive free agent. Je crois que la Tunsil, il lui restait une saison. En tout cas, il aurait fallu discuter à partir de la saison prochaine pour renouveler son contrat. Donc c'est vrai que à minima, comme tu le dis, ils réfléchissent à ça. Peut-être ils pensent peut-être avoir leur remplaçant, son remplaçant en tout cas, et Mm. peut-être ne pas lui donner voilà un gros contrat. Alors que je vois voilà, c'est qui en effet peut être déçu parce que
Il y a Kenyon Green aussi, tu l'as dit, qui a été échangé. Dans cet échange, les Texans récupèrent CJ Garner-Johnson, le safety des Eagles. Si je retrouve un petit peu les mouvements des Texans pour clôturer, on a justement des Ouais. arrivées. On a Christian Kirk qui est arrivé via un transfert. On a CJ Garner-Johnson. On a re-signé Tremon Smith, Derek Barnett notamment. On a re-signé MJ Stewart. On a re-signé Mario Edwards. Et puis, il y a eu ces départs-là, et notamment ce départ de Larry Tunsil. Comment tu juges cette free agency pour les Texans? Écoute, elle est étonnante parce que tu as ces pertes sur la ligne offensive et en parallèle, je trouve que, alors je sais pas si du coup leur nouvelle stratégie c'est de pas avoir de ligne offensive et de lancer très vite la balle sur plein de receveurs parce que je trouve pour le coup, tu l'as dit, il y a Christian Kirk qui est arrivé, qui ok était pas un receveur numéro un comme les Jaguars l'ont cru. Maintenant, un Christian Kirk en receveur numéro 3 derrière Stephen Diggs et Nico Collins, voire même numéro 4 derrière Tank Dell ou 3 bis, ça me semble quand même pas négatif. Ils font venir aussi un Justin Watson qui a montré quelques trucs pas inintéressants du côté des Chiefs. Je trouve que pour le coup, les squads de receveurs qui se sont construits là, cette intersaison, Nico Collins, Diggs, Christian Kirk, Tank Dell, John Mechie, Justin Watson. Alors, il n'y a personne pour protéger CJ Stroud, mais si jamais il arrive à lancer à temps sur une de ces 6 cibles, peut-être qu'ils arriveront à faire avancer ce ballon, hein. Ouais, il va falloir. Après, c'est vrai que ça pose question. Et pour ce corps de receveur, juste un petit bémol, Stefon Diggs sort d'une grave blessure aussi. On va voir comment il revient. Tankdale est blessé. Et d'ailleurs, peut-être que cette arrivée de Christian Kirk Hmm. signale peut-être le fait que Tankdale, parce que on le sait, on n'est pas sûr qu'il revienne en 2025. Tankdale, C'est vrai. gravement blessé et on ne sait pas quand est-ce qu'il pourra revenir. Mais en tout cas, c'est vrai que sur ce point-là, c'est pas mal. On a changé aussi le coordinateur offensif, si je ne me trompe pas, chez Tout à les fait. Texans. Donc il pourrait y avoir aussi peut-être un renouveau, mais c'est vrai que la question va se poser et ça va être observé sur la ligne offensive de CJ Stroud qui n'était pas vraiment aidée et qui doit aussi progresser, hein, parce que Hmm. ça sera peut-être l'occasion d'un podcast plus tard dans la saison. Mais Mhm. CJ Stroud, il n'était pas exempt de tout reproche, notamment sur les sacs et sur les blitz qu'il prenait. Il y a une autre équipe dont on voulait parler, si je la retrouve, Raph, ce sont les Broncos de Denver, parce que pour le coup, là, on a l'impression que tu es un petit peu plus convaincu par ce qu'ils font, et notamment les deux signatures, parce que c'est les deux signatures un petit peu flashy. Dre Greenlaw qui est arrivé, et Talanoa Ufanga, le safety, un linebacker, un safety, qui viennent des 49ers. On en parlera tout à l'heure, je l'ai dit. Mais là, il y a deux grosses signatures qui apportent de l'expérience et beaucoup d'explosivité dans cette défense qui n'en manquait pourtant pas forcément cette saison. C'est vrai que sur le papier, je suis plutôt plus qu'intéressé même. Je suis plutôt enthousiaste sur ces mouvements-là. J'aime bien la stratégie qui vise à renforcer ses points forts et à être très très fort en fait. J'aime bien les équipes qui essayent de dominer à tout prix et de manière importante dans un secteur de jeu, qui se disent ok, nous, bon, on est vraiment très fort en défense, on va encore essayer de renforcer ça pour devenir vraiment infranchissable. Et c'est vrai que la défense, tu l'as dit, la défense de Denver l'an dernier, dans la plupart des domaines statistiques, elle était top 3, top 5 en points encaissés, en pourcentage de drive qui se finissait par des points contre elle, en pourcentage de pression infligée à l'adversaire. Enfin voilà, c'était une défense qui était extrêmement bien classée partout. Il lui manquait clairement un safety, un inside linebacker, et là, ils viennent d'aller les chercher. Donc pour moi, et tu l'as dit, en plus, ce sont des joueurs très forts athlétiquement, extrêmement explosifs, qui peuvent, je trouve, qui ont un fort potentiel et qui peuvent vraiment enfin, faire passer encore un palier à cette défense et la rendre, elle était déjà très bonne et la rendre très très bonne. Alors le petit bémol, et tu voulais peut-être aussi venir, c'est deux joueurs qui ont des historiques de blessures, Ouais. c'est certain. En effet, pour les amateurs de chiffres, on a Ufanga qui signe pour 3 ans à 45 millions de dollars, dont 20 garantis. Et Dre Greenlaw, le linebacker, qui a lui aussi signé pour 3 ans. Je suis en train de retrouver les chiffres. Il a signé pour 3 ans, 35 millions de dollars chez les Broncos, en effet. Donc c'est vrai que malheureusement, ce sont des joueurs qui sortent de blessures. On le rappelle, Greenlaw, lui, s'est fait le tendon d'Achille. Il me semble c'était lors du Super Bowl, il y a donc 2 saisons. Il a eu quasiment une saison blanche. Il est revenu, il a joué un match, il s'est reblessé un petit peu. Alors on sait que c'est récurrent, notamment
notamment pour les joueurs qui se font un tendon d'Achille, a été blessé au mollet, il me semble. On a ensuite décidé de le laisser au repos parce que c'est vrai que les 49ers en fin de saison ne jouaient plus grand-chose. Hufanga, c'est un petit peu la même chose. Lui, il est régulièrement blessé. Mais c'est vrai que pour le coup, une fois sur le terrain, ce sont des joueurs qui sont très explosifs. Pardon. On imaginait qu'ils ils profitaient du fait qu'ils étaient avec les 49ers, mais on peut le dire aussi, les 49ers profitaient vraiment du fait qu'ils étaient dans cette équipe-là. Et c'est vrai que les Broncos travaillent bien et je suis assez d'accord avec toi. Moi aussi, j'aime bien l'idée de renforcer des points forts, Raph. Ouais, et en plus, pour compléter, à quelque part, des joueurs avec un haut potentiel comme ça et un risque physique, c'est un pari, mais c'est peut-être moins un pari pour une équipe comme les Broncos, qui sont déjà forts en défense, en fait. C'est effectivement, si tu as une mauvaise défense et tu mises tout sur deux joueurs tout le temps blessés pour améliorer une mauvaise défense, tu prends un vrai risque. Là, à quelque part, la défense de Denver, elle était déjà très bonne sans eux l'an prochain. Au pire, si les gars se blessent vraiment, bon, bah oui, on pourra critiquer on va dire la gestion des ressources financières de la franchise parce que c'est de l'argent que tu aurais pu mettre ailleurs, peut-être, sur des postes en attaque. Mais en tout cas, d'un point de vue défensif, au pire, il se passe quoi? La défense, elle est pas meilleure, mais elle est pas moins bonne avec ces deux arrivées-là, de toute manière. Donc, tu prends pas un risque énorme non plus d'un point de vue résultat, je trouve. Ouais, c'est vrai que c'est pas forcément un risque. Et d'ailleurs, Trerad qui nous dit les Broncos, c'est top 3 de cette free agency. C'est vrai qu'en tout cas, sur ces deux signatures-là, c'est des joueurs qui étaient on va dire, courtisés et ils ont réussi à les attirer. Par contre, on a, et notamment sur le chat, Théophane des Vikings qui nous dit ça sent presque la reconstruction chez les Niners. Je le disais depuis tout à l'heure, hein, je l'ai un petit peu teasé. On voudrait parler des Niners parce que je vous le disais tout à l'heure, on parlait des Colts avec Ward qui a signé aux Colts. C'est un départ depuis les 49ers. Ufanga qui est parti des 49ers, en tout cas qui n'a pas été re-signé. Greenlaw aussi. On a un Dibo Samuel qui a été tradé. On sait qu'il y a Brandon Ayuk qui est aussi sur le point potentiellement d'être tradé. En tout cas, on en parle beaucoup. Kyle Juszczyk, vous le voyez ici, qui a été coupé le fullback. Alors, c'est pas forcément un joueur qui est primordial encore que dans le Mhm. système Shanahan, mais en tout cas, c'est un joueur historique, hein, on le sait, il a fait les deux derniers Super Bowl notamment. Qu'est-ce qui se passe à San Francisco, Raph? On est en train on va dire, de reconstruire. Est-ce que reconstruire est le terme pour les 49ers? Ouais, un petit peu. Je pense qu'effectivement, on est quand même dans une, allez, peut-être pas une reconstruction comme on l'entend au sens un peu traditionnel en NFL, où on repart d'une feuille blanche avec un nouveau quarterback, un nouveau coach, un nouveau tout ceci, j'ai envie de dire. Mais on est quand même un peu dans une semi-reconstruction, on va dire, en se séparant de joueurs comme ça, notamment en défense. Et c'est vrai que finalement, ils perdent beaucoup de joueurs je trouve, de skill player, on va dire. Pour le moment, les lignes offensives et défensives bougent pas tellement, quoi qu'il y ait eu quelques départs sur la ligne défensive. Javon Kinlaw, notamment, si je dis pas de bêtises. Euh, oui, j'ai l'impression qu'en tout cas, effectivement, du côté des 49ers, on a les quelques joueurs clés. Brock Purdy, Kittle, Bossa, et finalement on est en train un peu de rééquilibrer les pièces autour, réfléchir à ce qu'on met autour de ces mecs-là en fait, en repartant avec des joueurs moins chers, en espérant faire des super coups à la draft, avec des joueurs qu'on sera allé chercher dans les tours intermédiaires et qui coûteraient pas très cher. C'est vrai que par le passé, ils ont réussi à faire quelques jolis coups comme ça, mais il y a le contrat de Brock Purdy qui ne devrait pas tarder à tomber aussi dans les années l'an prochain, peut-être si je dis pas de bêtises. C'est une tactique un peu risquée pour une équipe qui semblait prête pour viser le titre. C'est vrai qu'il y a peut-être un petit pas en arrière. Il y a un petit pas en arrière du côté des 49ers. Ouais, une petite précision, Javon Kinlaw était aux Jets hein, déjà cette année, il Oui, était parti pardon. la, Ouais. la saison dernière. Mais c'était ma question suivante. Est-ce que tu penses que c'est une tactique volontaire des 49ers? Parce que moi j'ai l'impression que c'est dicté un petit peu par le fait que justement il y a ce contrat de Brock Purdy. Je le répète et je suis souvent un partisan de ça et peut-être que je le dis assez trop souvent, mais ces équipes-là, quand elles ont des quarterbacks rookies titulaires qui sont bons, ils peuvent en profiter pour donner beaucoup d'argent autour. On parlait des Commanders tout à l'heure. On a évoqué les Texans aussi. C'était le cas pour les 49ers, notamment que Brock Purdy a été choisi très tard dans la draft. Maintenant, il y a son contrat qui arrive, en tout cas, c'est la fin de son contrat rookie qui arrive. Il va falloir le signer. Et j'ai l'impression que les 49ers,
entre autres, parce que je sais qu'il y a Nick Bossa aussi qui pourrait re-signer, entre autres, j'ai l'impression qu'ils doivent laisser faire de la place parce qu'un un Brock Purdy, ça va aller chercher dans le. Alors oui, le salary cap augmente, mais ça va aller chercher peut-être, dans ce cas, récupérer Geno Smith notamment, ou d'autres quarterbacks, Sam Darnold peut-être, encore plus, certainement, Brock Purdy. Donc j'ai l'impression que les 49ers, c'est peut-être une stratégie voulue. J'ai plus l'impression quand même que c'est une stratégie qui s'impose à eux parce qu'ils sont obligés de faire un peu de place et de libérer des joueurs, soit aussi parce que Dibo Samuel peut-être ne rentrait plus dans le projet, soit parce que ça devient cher. Un Dre Greenlaw, j'ai donné les chiffres, un Ufanga, ça devient peut-être trop cher. Ouais, oui, 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 non, mais t'as raison, il y a forcément une part de dictée là-dedans, c'est pas le bon terme, pardon, mais effectivement, ils sont obligés de penser à la suite et donc à dégraisser un peu quand même en termes de salaire, surtout que finalement, c'est aussi à force d'avoir eu beaucoup de joueurs qui ont bien performé ces dernières saisons, tu es obligé à un moment de passer à la banque pour tous ces joueurs et c'est compliqué de suivre le rythme financier malgré l'augmentation du salary cap. Après, je sais pas, tu vois, je m'interroge un peu aussi quand même. Alors, il y a des défauts hein, dans d'autres équipes, mais tu vois, les Chiefs, pour le moment, on a l'impression qu'ils arrivent à signer Trey Smith et Nick Bolton, malgré les contrats de Chris Jones, de Travis Kelce, de Patrick Mahomes. Enfin, les Bills, pareil, arrivent à signer des Terrell Bernard, etc. Enfin, je dis pas que c'est facile à faire et que et je sais qu'il y a des gros contrats pour Christian McCaffrey, pour Kittle, etc. Mais je pense que t'es pas non plus tout le temps obligé de te débarrasser de tout le monde, quoi. Enfin, j'ai pas le sentiment que ce soit les Eagles, les Chiefs ou les Bills, tous les ans, ils perdent les trois quarts des free agents pour pouvoir reconstruire derrière. Et d'autant que le salary cap augmente et va augmenter, vous le savez, donc c'est vrai que ça laisse un petit peu plus de marge, en effet. En tout cas, voilà, c'est vrai que les 49ers, en tout cas, voulu ou pas, cette stratégie, elle pose question. En tout cas, elle soulève des interrogations pour nous parce que les joueurs font plus Mm. le chemin de la sortie, vont plus vers le chemin de la sortie que le chemin de l'arrivée pour les 49ers, sachant que l'an passé, notamment parce qu'il y a eu beaucoup de blessures, on sort d'une saison compliquée. Donc c'est vrai que bon, les 49ers, souvent, ils font une saison au Super Bowl, une saison compliquée, une saison au Super Bowl. Donc peut-être que l'année prochaine, ça ira mieux. On voulait Ouais, aussi alors parler de. pardon, hein, juste pour nuancer, enfin, je sais pas, ça ira peut-être mieux, on sait jamais vraiment, mais disons que ces dernières saisons, on avait quand même à chaque fois quand on faisait nos power rankings d'intersaison, on avait les 49ers très très haut parce et un des critères, c'était souvent la profondeur d'effectif. Là, je trouve que il reste beaucoup de joueurs de talent, mais par contre, l'effectif autour a vraiment perdu un peu, quoi. En tout cas, sur le chat, on a Malakis qui nous dit Reynaldo Green a déjà la place de Ward et Malik Mustafa avait remplacé Ufanga au moment de sa blessure. Plutôt pas trop mal, il le dit. Donc c'est juste du rajeunissement pour lui. Voilà, c'est en tout cas c'est volontaire et en effet rajeunir avec des joueurs Mm. qui forcément coûtent moins cher et qui peuvent prendre la place des joueurs qui s'en vont. À voir, c'est vrai, mais je suis assez d'accord avec toi. Il y a quelques signatures dont on voulait parler aussi avant que peut-être de laisser la main et puis on verra s'il y a des choses qui tombent, mais il y a des signatures dont on n'avait pas parlé. Et si je la reprends, le gros contrat peut-être, il y a deux gros contrats, mais il y en a un notamment, et je vais essayer de le retrouver assez rapidement, c'est Josh Sweat qui a signé un gros contrat du côté des Cardinals. Ça aussi, ça s'est fait juste après, après que Greg Hannity ait quitté le chat hier. Josh Sweat, le defensive end, qui retrouve son ancien coordinateur défensif chez les Eagles aux Cardinals. Pour toi, alors c'est un gros contrat, j'ai les chiffres là et vous voyez l'article qui apparaît. Il a signé 76 millions de dollars sur 4 ans, dont 41 garantis. C'était l'un des gros free agents de cette année, Raph. Ouais, alors écoute, moi les chiffres, je vais pas dire que je m'en moque et que ça a pas de valeur, mais de toute manière, saison après intersaison, des joueurs qu'on pensait pas forcément être les meilleurs finissent par signer des très gros contrats parce que le cap space augmente, parce que les salaires flambent. Et donc oui, le contrat, les chiffres comme ça peuvent paraître gros pour Josh Sweat, mais en fait, c'est le prix d'un top edge rusher quand on prend un à une free agency en 2025. C'est un peu ça le truc. Donc sur le montant, moi, j'ai pas forcément d'avis particulier dessus. Après, sur le mouvement en tant que tel, moi je trouve que c'est un bon mouvement au-delà même et on verra ce que le terrain, on verra la réalité du terrain, mais je trouve que c'est un bon ajout parce que
les Cardinals étaient une des équipes qui mettait le moins la pression. Ils étaient en difficulté sur le pass rush. Ils n'avaient pas vraiment de joueurs de talent sur le pass rush. Ils prennent un des plus gros noms à cette position de la free agency. Alors après, est-ce que Josh Sweat performera autant sur une autre ligne défensive que celle des Eagles? Bien sûr, on peut en douter. Bien sûr, on peut se poser des questions. Maintenant, quand même, le fait de retrouver son ancien coordinateur défensif, ça peut quand même aider à l'intégration, etc. Mais je trouve qu'en fait, Arizona fait le bon mouvement et de toute manière, c'est ce qu'il faut faire. Ils n'ont pas de pass rusher, ils prennent un des meilleurs disponibles et la mission est remplie. Et on verra ce que ça donne. Mais je vois pas ce qu'on peut reprocher aux Cardinals, en fait, par exemple, sur ce mouvement, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord avec toi et c'est vrai que les chiffres paraissent énormes hein, et notamment Tarsvelder sur le chat qui nous dit c'est le montant garanti qui est important, hein. Je l'ai dit, c'est 40 millions qui est garanti pour Josh Sweat, mais c'est vrai que voilà, le cap space augmente, on ne fait que le répéter. Puis on ne peut pas reprocher à une équipe, hein, je suis d'accord avec toi, d'aller mettre beaucoup d'argent et peut-être quitte à un petit peu surpayer. On sait que ce sont des équipes qui sont on va dire, dans le bas de classement. Donc forcément, il faut les attirer avec quelque chose. Et c'est pas forcément le sportif de prime abord qui va attirer ces joueurs-là. Donc c'est donc l'argent. Mais voilà, il récupère un bon pass rusher. Reste à voir voilà, désormais si Josh Sweat sera aussi bon qu'il a été à Philadelphie. Parce qu'on le sait, dans cette ligne défensive, on pouvait être bon aussi parce qu'il y avait beaucoup de talent autour. Il aura un petit peu moins de talent autour que lui, en tout cas autour de lui qu'à Philadelphie. Donc à voir ce que ça va donner. Un petit mot, puisqu'on parle de ligne notamment de ligne défensive. Jonathan Allen, lui, qui va aux Vikings pour 3 ans et 60 millions. Les Vikings qui essayent de renforcer leur ligne, notamment. Ici, c'est la ligne défensive, en signant l'un des gros free agents défensifs aussi, en tout cas sur cette ligne. Ouais, ouais, ils ont aussi signé Jonathan Hargrave au poste de tackle, defensive tackle aussi, si je dis pas de bêtises. J'aime bien ces deux mouvements, Allen et Hargrave. C'est pas les meilleurs defensive tackles, c'est pas les plus impressionnants, c'est certain. Après, c'est quand même deux joueurs, je trouve, assez utiles en termes sur les situations de pass rush depuis l'intérieur de la ligne. Et pour moi, c'est vraiment ce qui me manquait dans le système de Brian Flores. C'est des joueurs capables de mettre la pression depuis l'intérieur de la ligne. On le sait, Brian Flores, il arrive à mettre la pression sur les extérieurs de la ligne. Il arrive à mettre la pression avec ses systèmes de blitz qui viennent de linebacker, de cornerback, de safety. Mais c'est vrai que dans son système, il y avait toujours, alors Harrison Phillips est un bon joueur, mais il y avait toujours un peu un manque de pression depuis l'intérieur de la ligne, cette capacité à finalement avoir un gars qui, en dehors d'un système de blitz, peut amener de la pression depuis cet endroit-là. Et pour moi, ce sont deux joueurs qui sont capables d'amener ça. En plus, en rotation, comme ça, les gars, suivant celui qui a un peu la main chaude dans un match, tu peux aussi les alterner. Ils vont pas jouer tous les snaps forcément. Écoute, moi, je trouve que c'est une défense des Vikings qui se peaufine un peu, qui était déjà bonne, hein, qui se peaufine. Ils font venir aussi du monde sur la ligne offensive. Du côté des Vikings, on est peut-être dans l'esprit copions ce qui marche bien du côté de Philadelphie, la construction par les lignes. Et puis de toute façon, si les lignes sont très très fortes, ça se passera bien derrière, quoi. Et je trouve que toute proportion gardée, bien sûr, c'est pas les joueurs exactement du même talent, etc. Mais toute proportion gardée, on s'en inspire un peu. Ouais, écoute, dans le chat, on est aussi plutôt convaincu par cette free agency des Vikings. En effet, hein, tu l'as dit, il y a donc, je viens de le dire, Jonathan Allen qui a signé, Javon Hargraves qui est arrivé des 49ers, encore un joueur qui est parti des 49ers. Et puis, tu l'as dit, sur la ligne offensive, il y a Ryan Kelly, le centre qui est Mm. arrivé. On est allé chercher Will Fries aussi, un des gardes sur la ligne offensive. Et Malakis sur le chat nous dit, pour lui, c'est la plus belle free agency, les Vikings, parce qu'en effet, on sortait d'une équipe qui a été plutôt bonne. Alors on le sait, les 2 derniers matchs ont été compliqués, mais la saison régulière pour le coup, elle était très bonne. Et même si les playoffs ont été compliqués, il ne faut pas tout jeter. On apporte du pass rush à Brian Flores, notamment le coordinateur défensif. On a re-signé aussi Byron Murphy, pardon. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, on a eu quelques pertes sur la ligne défensive, mais Byron Murphy est resté. Aaron Jones a été re-signé aussi. C'est vrai que les Vikings, pour le coup, font une belle free agency. Ouais, ouais, belle free agency. Et pour le coup, si t'es Gigi McCarthy, leur quarterback qui était rookie l'an dernier, qui a pas pu jouer à cause de sa blessure, et qui est appelé a priori, alors il y a quelques rumeurs à gauche à droite autour de Rodgers, etc., on sait pas trop, mais a priori, disons que c'est Gigi McCarthy qui est appelé à être le quarterback titulaire. Il y a quand même peu de quarterbacks rookie, je vais dire rookie entre guillemets, parce qu'il l'est plus, mais ça sera son premier match.
peu de quarterbacks qui commencent dans un cadre pareil. Je veux dire, pour débuter, entre les armes qui en attaque, la ligne offensive qui se renforce, la défense qui se renforce, le coaching autour, il va avoir la pression, mais d'un autre côté, sur le terrain, il va être aidé, quoi. Ouais, il a en tout cas, il a passé une saison à apprendre, McCarthy, donc il était en tout cas dans l'organisation. Donc c'est vrai que on va beaucoup le regarder, mais en tout cas, les Mm. Vikings font ce qu'il faut pour en effet construire autour de lui, que ça soit sur la ligne offensive, mais aussi sur l'équipe en général, pour maintenir un niveau qui était déjà plutôt élevé et peut-être passer ce niveau supérieur, ce cap qu'ils n'ont pas réussi à passer ces dernières saisons. On arrive sur la fin, Raph. Il y a peut-être quelques noms. Alors moi j'ai quelques noms, mais si tu en as aussi, tu peux les citer. Il y a Najee Harris qui est un running back qui est parti du côté des Chargers. Alors c'était un running back qui était performant derrière une ligne offensive qui n'a pas souvent été à Pittsburgh. Là, il arrive dans une équipe des Chargers. Il signe 1 an pour 9 millions de dollars quasiment. Il arrive avec Jim Harbaugh qui, on le sait, est un adepte de la Mm. course. C'est plutôt une bonne signature pour Los Angeles. Ouais, écoute, c'est une bonne signature. C'est vrai que là encore, c'est pas le coureur le plus flashy. Et même moi, je suis pas forcément son plus grand fan ou adepte. Mais comme tu l'as dit, c'est un coureur qui est quand même solide, qui pose ses stats depuis 4 saisons, qui dépasse les milliards, ou qui en tout cas en est proche à chaque fois. Il a aussi une capacité à porter beaucoup, beaucoup de ballons. Et ça, c'est vrai que ça va quand même changer la vie pour Los Angeles, parce que jusque-là, J.K. Dobbins ou Gus Edwards ou etc. ont alterné des joueurs assez fragiles. Là, tu as quand même un coureur à qui tu vas pouvoir donner l'essentiel des portées et qui devrait faire le taf. Alors, je- vu l'argent qu'ont à disposition les Chargers, personnellement, j'en attends quand même un peu plus de cette free agency que juste signer Najee Harris et re-signer Khalil Mack, parce qu'il y a encore beaucoup d'argent disponible. Mais disons que c'est un mouvement intéressant et qui permet d'améliorer facilement et tranquillement, j'ai envie de dire, une position, quoi. D'autres joueurs sortent du lot. Je voyais qu'il reste une grosse quinzaine de joueurs, en tout cas sur l'article de la Free Agency. Vous l'avez peut-être vu, le top 50 des free agents disponibles au début de cette Free Agency fait par Nitti. Il en reste une grosse quinzaine, donc ça commence à se réduire. Il y a des joueurs qui ont attiré ton attention. Il y a les 49ers qui ont coupé Leonard Floyd aussi, hein. On enchaîne sur les 49ers. Est-ce qu'il y a des choses, des transactions qui ont attiré ton attention depuis 24 heures? Écoute, il y a la signature quand même de Javon Holland, le safety aux Giants, Javon Holland est quand même un très bon joueur. Alors, on peut regretter le fait que les Giants laissent partir l'an dernier Xavier McKinney pour finalement reprendre un safety à la free agency l'année suivante. C'est vrai que il y a un petit côté, on rattrape une erreur. Alors, certains diront qu'il vaut quand même mieux rattraper ses erreurs que les laisser continuer et couler. Donc, malgré tout, au-delà du côté, c'est une erreur de Joe Shonen l'an dernier. Ça reste un bon joueur qui rejoint New York. Il n'y en a pas non plus pléthore dans cet effectif des Giants. Donc, c'est quand même un joli coup pour cette défense aérienne de New York. 3 ans pour 45 millions de dollars pour les Giants qui ont re-signé aussi Slayton, le receveur. Mm. C'est vrai on a l'impression toujours que Slayton est persona non grata aux Giants et puis il finit toujours par rester. Là, il a re-signé pour 3 ans, je crois aussi, si je retrouve les C'est chiffres. ça, ouais. Et, Ouais, ouais, mais 3 c'est ans. vrai que 38 millions ou 28? Non, 28 peut-être, j'ai un doute, mais. au même titre, je crois que c'était à peu près les mêmes chiffres que Joshua Palmer qui a signé aux Bills. Là aussi, un receveur qui a signé aux Bills. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on a fait un petit peu le tour. Chase Young qui reste aux Saints aussi. On parle de lui forcément. Alors, c'est plus le joueur peut-être qu'il était, mais enfin, qu'il aurait dû être surtout. Mais je voulais dire, mais il n'a que 25 ans, Chase Young. Donc il est toujours dans son Mm. prime, en tout cas. Il reste au Saints. Je me balade un petit peu sur l'article, notamment l'article en direct, hein, je le disais, vous pouvez retrouver tous les mouvements en direct sur l'article de la Free Agency sur Touchdown Actu, hein. Il est mis à jour très régulièrement. Il y a une armée, hein, de rédacteurs de Touchdown Actu qui est là, qui se relaie toute la journée. On est vraiment en ordre de marche sur cette semaine très importante. C'est forcément une semaine excitante un petit peu pour les supporters des équipes, pour les fans de NFL. Il y a beaucoup de joueurs qui changent d'équipe, des noms connus ou pas, qui feront des différences. Il y a un article, je l'ai dit, qui aussi récapitule tous les mouvements équipe par équipe. Et puis voilà, il y a ces live
hebdomadaires, quotidiens, pardon, j'ai l'habitude de dire hebdomadaires, mais quotidiens, qui ont été faits hier et qui seront certainement demain. Alors, je vais pas vous mentir, il faudrait qu'il se passe un petit peu de choses quand même, même si là, on arrive en effet, il y a un peu moins de noms, mais bon, il y a toujours un Rodgers qui est pas très loin, il y a quelques noms, hein. Russell Wilson, alors c'est pas forcément des joueurs qui vont changer la face de la NFL désormais, mais voilà, c'est des joueurs qui font parler, forcément. Ouais, tu On un Joey Bosa aussi Joey qui est Bosa devenu aussi. libre. Joey Bosa, Justin Reed au poste de safety, pas mal. Ouais, il y a quelques joueurs qui peuvent être intéressants à aller chercher, c'est certain. Et puis quand on est un aficionados de la NFL, on se hype même sur un Joey Trent-Shoyinka qui a signé aux Browns pour 1 an et 4 millions de dollars. Voilà, ça c'est l'article, la news à 18h44. À 18h57, on avait Kevin Turpin, le spécialiste des retours de coups de pied, qui est resté aux Cowboys. Les Cowboys qui ont signé Javonte Williams aussi. Ça aussi, c'est arrivé dans la nuit. Voilà, ton visage a tout dit. Voilà, Raph, écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Merci d'avoir été avec nous dans le chat. Comme je le disais, on est encore toute la semaine ensemble. Restez bien connectés. Ça peut tomber à tout moment. J'espère que vous avez les notifications un petit peu aussi. Et puis, moi, je vais vous dire à très bientôt. Merci à Alain qui était derrière, qui était aux manettes, qui s'est amusé aussi sur les photos. Ça, je vois que dans le chat, on l'a noté, Alain. On a noté que tu t'es amusé sur les photos, notamment CJ Stroud qui pleure. C'était à propos. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Ciao.